Encore une fois, merci à toutes et tous d'être venus à ce Café UX, ce nouveau Café UX, euh, qui aujourd'hui va traiter du management des collectivités territoriales en posant la question du rôle, de la place des usagers dans ce management. Euh, on parle de Café UX. Le Café UX, c'est une rencontre qu'on essaye de reconduire à peu près tous les 2, 3 mois, avec à chaque fois une thématique différente. Pour ceux qui ont loupé la précédente, c'était au sujet de la mobilité. Vous pouvez retrouver la vidéo en ligne sur nos réseaux sociaux. On pourra vous la transmettre si ça vous intéresse. Aujourd'hui, et comme à nos habitudes dans les Cafés UX, on a un invité. L'invité du jour, c'est Christian Hugues que je vais vous présenter. Alors, Christian, c'est un confrère avec qui on travaille depuis quelques temps, depuis quelques années, euh, qui a co-conçu au siècle dernier le cabinet Evalua. C'est un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des politiques publiques en, en mesurant les effets, les impacts de leurs actions. On peut dire également évaluation, d'où le nom Evalua. Donc, on s'est croisés sur plusieurs projets parce qu'on pense qu'il y a une vraie complémentarité entre nos approches de designer de service, UX designer, facilitateur et l'approche de Christian et du cabinet Evalua en matière d'évaluation. On va vous en présenter quelques exemples tout à l'heure. Et sinon, ce qui est très agréable avec Christian, c'est de découvrir la diversité des missions qu'il a déjà eues et qui l'ont emmené à mener aussi bien l'évaluation de la conduite d'un hôpital mongol en Mongolie. Et il pourra vous en parler si vous le souhaitez, que une réflexion sur le tracé des routes départementales du Bas-Rhin. Donc, voilà, des sujets très variés et je vous encourage vraiment à prendre contact avec lui parce que il est assez passionnant. Et je te laisse la parole, Christian. Voilà, donc merci beaucoup. Alors Guillaume, c'est de ce siècle la création effectivement d'Impact Positif. Donc, comme vous le voyez, donc il a co-créé ce bureau d'études qui est spécialisé sur le design à la fois des services et des politiques publiques côté univers public et le design aussi côté entreprise ou association. Alors lui, sa devise, c'est comprendre, apprendre et surprendre. Donc, oui, vous avez de quoi être surpris, effectivement, au cours de cette heure. Guillaume, c'est un designer pur jus, hein, donc c'est à la fois un promoteur et un acteur, je dirais, central de toutes les démarches de design. Et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de palettes graphistes à son arc, puisqu'il est facilitateur graphique de métier aussi. Donc, tous les aspects très positifs et engageants de la présentation. Donc, ça, c'est Guillaume. Vous avez déjà vu la page 1, vous verrez les autres pages. Donc, c'est grâce à lui qu'on aura une présentation aussi agréable. Merci, Christian, de t'être prêté à ce jeu de la présentation croisée. Donc, le sujet qu'on vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est le sujet du management des politiques publiques en questionnant la place des usagers. Au final, comment on engage une démarche de participation citoyenne sur un projet. Vous pouvez interagir donc via soit le chat qui est proposé dans cette visio, soit via l'outil qui est présent sur ces trois petites flèches sur ces formes géométriques. C'est un outil de questions qui nous permet, et on va répondre à la fin de ce temps de présentation à une série de questions et on vous proposera également de prendre la parole si vous voulez ajouter une réflexion ou une information. Alors, on va traiter le sujet de l'implication citoyenne, de la participation des usagers en 4 temps. Le premier, on va essayer de dresser une cartographie de l'implication citoyenne, à la fois en matière d'espace, donc d'observer quels sont les acteurs qui agissent sur la participation citoyenne, qui motivent cette participation citoyenne, et à la fois dans le temps, puisqu'on va assez brièvement revenir sur des faits importants qui ont permis d'amener la participation citoyenne et l'implication citoyenne dans les politiques publiques.
Dans un second temps, Christian va nous présenter 3 exemples de projets et 3 retours d'expérience sur des projets qui ont impliqué des utilisateurs et qui ont permis un petit peu de mobiliser les citoyens et d'entendre leur voix. Et enfin, on va vous présenter des outils et des méthodes, à la fois de designers, d'évaluateurs, et on va vous très rapidement vous en présenter quelques-uns et en discuter avec vous. Et donc, enfin, je l'ai déjà dit, mais on pourra échanger au bout des 40 minutes de présentation environ sur d'autres sujets si vous le souhaitez ou approfondir des sujets qu'on aura traités. Alors, en matière de cartographie, je l'ai dit, on va commencer par un petit temps d'histoire. On va se plonger un petit peu dans l'histoire de la place de l'usager dans l'espace public et de la participation citoyenne. On a essayé de retenir quelques temps forts, quelques phénomènes qui nous semblaient importants et qui ont soit marqué l'histoire, soit laissé une trace pour la mobilisation citoyenne. Le premier, finalement, qu'on a voulu un petit peu mettre en rappel, c'est cette question de l'agora, cette place du marché du temps de la Grèce antique, qui permettait à la fois de se promener, de faire des achats, de découvrir les nouvelles, les actualités, et également d'aller à la rencontre du pouvoir politique, de l'alpaguer, de discuter avec lui, d'échanger, de discuter de projets, de construire des projets. Et du coup, c'est un petit peu un idéal qui reste dans l'esprit collectif, cette idée d'avoir un lieu d'échange total entre l'utilisateur et le pouvoir politique, sans restriction et où chacun peut débattre. On saute dans le temps de quelques années, voire quelques siècles, et on a voulu tout de même indiquer cette date de 1944 comme étant la date qui a permis enfin la mise en place du droit de vote pour toutes et tous, enfin. Et c'est ce sujet du droit de vote qui est également qui offre une possibilité de participation aux usagers. Et bon, on pourra en débattre longuement de de la manière dont chacun peut exprimer son idée au travers du vote, mais on a préféré un petit peu discuter d'un autre phénomène qui, pour nous, est peut-être plus significatif encore de cette mobilisation citoyenne, de cette participation citoyenne contemporaine. Donc, voilà, on avance dans le temps et on se retrouve sur une période d'après-guerre qu'on a intitulée la parole des banlieues. Donc, vous connaissez certainement toute cette période et toute cette histoire de la construction des banlieues. Et c'est pour nous un des phénomènes clés qui a engagé la mobilisation citoyenne et la participation citoyenne contemporaine. Puisque la construction de ces banlieues s'est accompagnée de mouvements de frustration, on va dire, ou de révolte de la part des habitants. Assez justement, puisque par manque de services publics, d'espaces verts, de systèmes de transport, ces banlieues qui souvent ont été un petit peu abandonnées ou construites très rapidement ont été peu entendues. Et donc, pour faire entendre leur voix, certains habitants se sont constitués en associations de quartiers, de citoyens, pour proposer des projets, pour proposer une voie différente et pour pouvoir peser politiquement sur les choix des municipalités. Alors malheureusement, on a trouvé très peu d'exemples concrets des réalisations qui ont eu lieu suite à ces assemblées de quartier, ces associations de citoyennes. Bon, on peut quand même en noter une et l'histoire est assez belle et inspirante. C'est celle de Roubaix, du quartier de l'Almagar. Donc on se retrouve en 1967. La mairie de Roubaix est en train de réenvisager entièrement le quartier de l'Almagar et donc commence à détruire les bâtiments et envisage un nouveau projet architectural et urbanistique qui déplaît à un grand nombre de citoyens.
et d'habitants du quartier qui vont, dans un premier temps, de 1967 à 1970, se mettre en contestation, enfin en mouvement de contestation, se rassembler comme un mouvement de contestation. Et à partir de 1970, et c'est là où ça devient peut-être un peu plus intéressant, ils vont inviter des chercheurs, des scientifiques, des experts à étudier le projet de la municipalité et à proposer un contre-projet. Et donc, progressivement, ensemble, ils vont imaginer une nouvelle proposition et finalement qui va être approuvée par la municipalité. 10 ans plus tard, en 1978, donc le projet est acté et la municipalité valide donc ce nouveau projet. Donc, cette période, ce qui nous semblait intéressant dans cette période d'après-guerre, c'était de remettre en évidence le fait que la participation citoyenne est contemporaine, du moins, est née par une volonté des citoyens eux-mêmes. C'est un engagement premier des citoyens qui a entraîné cette participation. À partir de 1980, le pouvoir politique, et notamment avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, va inscrire cette participation citoyenne dans sa philosophie, dans sa manière de considérer la politique locale, nationale. Et on a différents exemples de lois, de réformes, de création d'agences ou de structures qui vont promouvoir, permettre de lancer encore davantage ce mouvement. L'un des exemples les plus marquants, c'est 1981, donc à l'arrivée au pouvoir de la gauche, la création de la Commission pour le développement social des quartiers, qui est en résonance directe avec ce dont on parlait, le sujet dont je parlais tout à l'heure, la parole des banlieues, puisque c'est une commission qui aura pour rôle de faire participer les citoyens à la revitalisation des quartiers dits sensibles. Donc voilà un petit peu la fin de cette histoire par rapport aux banlieues et la naissance d'un autre phénomène de participation citoyenne qui progressivement se politise. Alors en parallèle de ces mouvements politiques, on peut quand même mettre en avant aussi que des formes apolitiques vont aussi se structurer, vont aussi se créer, et pour traiter d'environnement, de santé, de gestion urbaine. Et c'est des formats qu'on rencontre encore actuellement. L'un des exemples les plus significatifs, en 2008, c'est la constitution de l'Institut de la concertation, donc qui va permettre cet échange de manière apolitique. Sur la même période, et ça, c'est un sujet qui m'intéresse et m'interpelle tout particulièrement, je tiens à relever la date de 1992 et la conférence des Nations Unies qui se tenait à l'époque à Rio de Janeiro, qui, dans l'une de ses directives, affirmait déjà l'idée qu'il était essentiel de faire participer le public dans les décisions liées à l'environnement. Donc déjà, il y a 30 ans, malheureusement 30 ans déjà, on traitait de ce sujet et de l'importance de l'écoute des citoyens sur des sujets tels que l'environnement. Et donc, ces 10 dernières années, on a une continuité de l'action qui s'est créée en 1980 avec un phénomène qu'on ressent un petit peu dans le métier comme un phénomène d'expérimentation. Donc, énormément de collectivités qui se sont imprégnées du sujet de la participation citoyenne pour lancer des initiatives de budget participatif, de conseils citoyens. Et on a une série d'actions qui sont menées sur le territoire et au niveau international, sans toujours savoir quelles sont les actions qui ont finalement fonctionné et quels sont les résultats qu'on en retire. Alors maintenant, quid de l'avenir ? Nous, sans boule de cristal, sans pouvoir se projeter réellement dans ce qui va en être à devenir, on a plutôt un vœu pieux, c'est l'idée de pouvoir finalement un peu plus qualifier cette participation citoyenne, qualifier ce qui fonctionne, peut-être évaluer les différentes formes
de participation citoyenne, voir ce qui a fonctionné sur un territoire et pourquoi, voir comment et pour quelles raisons les habitants se sont inscrits dans une démarche. Et ça me permet de faire un petit clin d'œil à Christian et sa qualité d'évaluation. Mais pour nous, ça semble très important de finalement cartographier encore davantage cette participation citoyenne et de mieux la comprendre. Alors, en résumé, sur cette histoire de la participation citoyenne, on retient 3 facteurs qui ont permis cette mobilisation. C'est avant tout, et je l'ai dit, et j'ai peut-être un peu insisté dessus, cette volonté citoyenne de s'inscrire dans une démarche et dans une volonté d'engagement et de changement pour leur territoire, leur société, ou sur une thématique très précise. Le développement à partir des années 80, encore davantage d'une pensée politique, qui peut être soit une pensée vraiment, comment dire, managériale presque, pour se dire que le rôle du citoyen, c'est de nous aiguiller dans la conception de services, soit une pensée vraiment forte et très vertueuse d'implication du citoyen et d'ouverture, de laisser la parole aux citoyens et de laisser un rôle fondamental aux citoyens, soit peut-être parfois plus électoraliste sur une idée d'amener une action citoyenne qui va permettre de montrer son engagement vis-à-vis des citoyens et sa compréhension et sa volonté d'aller vers. Voilà. Et enfin, je l'ai un peu abordé, mais l'idée aussi que des institutions nationales et internationales, européennes, ont promu aussi cette participation citoyenne au travers de différents textes et différentes lois qui ont permis aussi de favoriser l'essor de la participation citoyenne sur les projets. Je vais très rapidement faire le tour et on ne vous l'a pas encore dit, mais cette présentation vous sera transmise à la fin. Donc, pas la peine de prendre une série de notes si vous prenez des notes. Vous aurez toutes ces informations envoyées à la fin de ce temps de présentation. Et j'espère ne pas vous avoir trop perdu avec cette histoire assez importante, puisque la page suivante est assez complète également. On a essayé de faire la liste d'une partie des acteurs qui impulsent une logique de participation citoyenne à 3 niveaux: au niveau communal, intercommunal, au niveau départemental et régional, enfin au niveau national et international. On ne va pas rentrer, je vous rassure, dans le détail de chaque acteur. Peut-être que vous vous retrouverez dans certains de ces acteurs si vous êtes observateur. Mais on voulait montrer la profusion de personnes qui portent ce sujet, que ce soit au niveau public, qu'au niveau privé, que des démarches associatives ou des démarches citoyennes. Et nous, en faisant un petit peu ce travail de recherche, on s'est posé finalement la question de la place du citoyen, de l'habitant dans cette démarche, de la manière dont l'habitant il s'accapare ce sujet de la participation, il s'approprie ce sujet de la participation citoyenne. Donc finalement, c'est comment à ces différentes échelles, le citoyen comprend son engagement et pour quelles raisons il a envie de s'engager à ces différentes échelles et pour ces différentes causes. Donc, encore une fois, on vous confiera toute cette matière à réflexion par la suite et on vous enverra cette présentation. Et là, je vais laisser la parole à Christian, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Merci beaucoup. Donc, l'idée de la planche qui va suivre et de celle qui va encore suivre, c'est de regarder comment, d'un côté, l'évaluation des politiques publiques et de l'autre, le design des services publics prennent en compte et ont pris en compte au cours des dernières années cette thématique de la participation citoyenne. Donc, l'évaluation des politiques publiques, il s'agit en fait de mesurer un certain nombre d'items, que ce soit avant de dépenser l'argent public, en cours de dépenses, ou une fois qu'on n'a plus d'argent dans les caisses, qu'on a tout dépensé. On regarde effectivement un certain nombre de sujets. Est-ce que l'on a bien traité les problématiques de société
auxquelles on a été confrontés au départ? Est-ce qu'on les a bien anticipées? Comment a-t-on formalisé les objectifs? Est-ce qu'on a formulé, organisé la politique de manière performante? Comment la mise en œuvre de cette intervention publique a été faite? Et surtout, qu'est-ce qu'on a réussi à générer à court terme, à moyen terme et à long terme dans la société? Pour faire simple, comment est-ce qu'on a réussi à améliorer les conditions de vie des publics que l'on ciblait? Donc on s'intéresse aux réalisations, aux résultats, aux effets et aux impacts. Et l'évaluation pose un certain nombre de questions qui sont des questions de l'ordre de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience, de la cohérence, de l'utilité, de la viabilité. Il y a tout un vocabulaire technique. Et donc, la planche que vous avez sous les yeux, c'est de dire, finalement, depuis que l'évaluation est apparue, on va dire, dans notre pays, comment est-ce que l'usager a été pris en compte dans cette démarche d'évaluation? Et vous allez voir, ça va vraiment de la gauche vers la droite, du moins vers le plus. On commence par l'évaluation purement quantitative. Au début, l'évaluation en France était très associée avec la planification. Il y avait encore à l'époque un ministère de la planification, en tout cas au début de cette période-là. Et donc, on prend l'usager très à distance. L'usager est enquêté, sujet d'enquête ou sujet de modélisation, de façon à identifier quelles sont les meilleures stratégies à prendre en compte pour créer, par exemple, des infrastructures de transport. Ensuite, on s'aperçoit que c'est quand même très intéressant de prendre en compte l'avis de l'usager à l'occasion de situations où on est plus près de l'usager. Donc, c'est les méthodes plus qualitatives d'évaluation qui se développent à partir des années 80. Donc, c'est les focus group, et c'est toutes les méthodes d'animation, de réunion et de contact plus direct avec l'usager pris individuellement ou en groupe pour prendre en compte son avis. Ensuite, les choses évoluent avec l'idée très fortement poussée dans l'ensemble des pays du monde que l'évaluation n'a de sens que si elle est pluraliste, c'est-à-dire si l'usager, à la fois, il a la capacité de donner son avis quand il est enquêté, avec des méthodes quantitatives ou qualitatives, et surtout de laisser la place à l'usager pour formuler lui-même un jugement de valeur sur la performance de l'action publique qu'on évalue. C'est-à-dire, on ouvre la porte des comités de pilotage des évaluations aux usagers et qui sont donc à côté des élus, des techniciens et d'autres acteurs pour écouter les travaux des évaluateurs et donner leur point de vue. Et vous verrez dans un instant qu'on a un exemple très concret à partager avec vous, un exemple d'évaluation pluraliste. Plus loin, 2010-2020, c'est la volonté de l'exécutif, de l'État, de multiplier les occasions où les usagers ou d'autres usagers vont pouvoir s'exprimer. Donc, c'est de donner, par exemple, à la société civile organisée, donc le CESE, les CESER au niveau régional, les CODEV au niveau des intercos, des compétences en matière d'évaluation des politiques publiques. Donc, si vous allez voir le Code général des collectivités territoriales, vous verrez que les CESER et les CODEV ont une compétence dans ce domaine-là. C'est aussi, à travers une loi très récente de cette année, la loi 3DS, de donner aux chambres régionales et territoriales des comptes la capacité à la fois de s'autosaisir pour évaluer des politiques publiques des collectivités territoriales et aussi d'être sollicités par des exécutifs locaux pour mener des évaluations. Et c'est enfin, au niveau donc, du Parlement, de donner plus que par le passé une véritable capacité d'évaluation législative à ces acteurs-là, qui sont des représentants des usagers. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir ? Ce qu'on va imaginer à l'avenir, de mon point de vue, du point de vue d'Evalua, c'est le fait de dire que cette implication de plus en plus forte de l'usager, vous le voyez, elle va encore franchir un pas avec des usagers en capacité de s'autosaisir ou de s'organiser pour que des évaluations soient réalisées, et aussi des usagers qui soient davantage informés en aval finalement des résultats des évaluations, des enseignements qui en sont tirés, parce que toutes les collectivités ne communiquent pas de manière volontariste sur leurs évaluations. Parfois, ça reste fortement cadenassé dans le coffre-fort de la collectivité. Donc ça devrait sauter à l'avenir avec des usagers beaucoup plus informés en fait de la redevabilité des actions des collectivités, et puis des usagers informés aussi des suites données par ces collectivités aux orientations et aux nouvelles décisions de réorientation de l'action publique. Et du côté du design, alors, Guillaume,
Alors, Educative Design, merci Christian pour cette transition. On s'est intéressé finalement en tant que designer et on va passer très rapidement, avec le même format d'historique, sur comment les designers se sont inscrits dans cette dynamique d'écoute des usagers, des utilisateurs, de participation des utilisateurs, des usagers, des citoyens. On va pas passer beaucoup de temps sur les premiers temps, mais pour avoir un historique complet, on voulait quand même remettre en évidence le fait que le design se soit construit sur une logique de production et soit vraiment associé à la révolution industrielle dans une logique de mieux construire, plus construire, avant de s'adresser au courant du XXe siècle à une notion de design de forme. Alors j'ai mis 1960, on aurait pu la voir beaucoup plus tôt, avec le rôle d'un designer qui doit concevoir une forme qui va être potentiellement appréciée, si possible ergonomique. Ce qui nous intéresse peut-être davantage par rapport au sujet du jour, c'est cette période à partir de 1980-1988, où il y a une pensée un petit peu plus construite sur le lien entre l'objet, le dispositif et l'usager. Le rôle du designer qui commence à être intermédiaire entre l'usager, le dispositif, l'objet et la fonction en devenir. Et donc ça s'exprime vraiment au travers de l'exemple de Don Norman, qui est un des pères fondateurs de l'UX design, donc du design d'expérience utilisateur, qui en 1988, dans son livre The Design of Everyday Things, commence à parler d'interaction entre un dispositif, digital ou non, et des êtres humains. Et il commence à réfléchir finalement à comment l'utilisateur, l'usager, va rentrer en contact et il préfigure un petit peu cette idée du parcours utilisateur. Réfléchir à un parcours large, à une expérience plus large qu'un simple contact ou qu'un simple achat d'un objet ou d'un service. Un peu moins connu peut-être que l'UX design, on a voulu mettre en évidence un phénomène qui est apparu aux alentours des années 2000, qui s'appelle le design social. Donc, c'est des professeurs en design, des designers assez illustres, qui se sont finalement posé la question de l'incidence de leur création ou de leur participation à des projets sur la société et qui ont défini que le rôle du designer ne s'arrêtait pas à la livraison d'un produit, quel qu'il soit, ou d'un projet, quel qu'il soit, mais qu'il devait réfléchir plus largement à l'impact sur la société, à la résonance sur les publics. Et du coup, pour ce faire, ces designers sociaux, ou qui ont pris ce qualificatif de designers sociaux, ils se sont intéressés à aller à la rencontre des gens en marge, pardon, pas en marche, différent, des gens, des marginaux, de ceux qui refusent un projet, de ceux qui refusent une idée, pour comprendre finalement ce refus. Et donc, ils ont créé tout un phénomène de pensée autour à partir de l'écoute de ces refus et pour construire des projets différents. Alors, plus récemment, et on se rend compte effectivement que c'est finalement assez récent, c'est l'appropriation des sujets de design par les pouvoirs publics et avec la création d'entités de designers de services ou l'intégration de designers de services à différents niveaux publics. Et finalement, c'est l'appropriation de ces sujets tels que la facilitation, le design thinking, la co-conception, l'intelligence collective par des acteurs publics, soit qui viennent se former à des thématiques de ce genre, soit qui vont faire appel à des designers pour réfléchir à des sujets plus larges et de manière différente. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est finalement un petit retard des designers sur ces thématiques par rapport
aux évaluateurs et finalement aux citoyens qui sont à l'origine même de qui ont impulsé cette dynamique. Mais par contre, une réflexion très large qui est menée actuellement par les designers et depuis quelques années sur leur rôle et la manière d'inclure largement les citoyens dans le choix de leur création. Donc voilà pour ces 3 petits temps d'histoire. Ce qu'on aimerait finalement en retenir, c'est ce qu'on vous invite à en retenir, c'est avant tout cette idée que la participation citoyenne c'est construite, du moins la contemporaine, c'est construite dans la rue et c'est une démarche à l'initiative de citoyens. Maintenant, je passe à nouveau la parole à Christian. Merci Guillaume. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter 3 études de cas de mission que Evalua et Impact Positif ont réalisées ensemble en 2022. Donc c'est du tout frais. L'idée, c'est de regarder comment nous avons pris en compte finalement les usagers dans le cadre de ces missions, quelle place nous leur avons donnée et comment les prestations ont été organisées. Donc 3 situations un petit peu différentes. La ville d'Épinal, donc c'est une mission un peu plus générale qui consistait à accompagner la ville d'Épinal dans la mise en place d'une fonction évaluation des politiques publiques. Et dans le cadre de cette mission, la ville a souhaité évaluer un des dispositifs nouveaux, qui est le dispositif du budget participatif. Et donc, dans la réflexion qui a eu lieu, vous voyez, sur comment est-ce qu'on appréhende l'évaluation et quelle place on donne à l'usager dans cette démarche-là, la décision a été prise de créer un comité pilotage pluraliste. C'est-à-dire que les élus ont accepté le fait que les usagers avaient des choses à dire dans un comité pilotage et qu'ils ne devaient pas uniquement être tenus à distance dans le cadre des enquêtes et de la collecte de données que l'on allait faire dans le cadre de l'évaluation. Donc, dans le comité pilotage, nous avons eu des gens qui ont présenté un projet au budget participatif qui a été refusé, qui a été lauréat, des représentants des quartiers, des représentants des jeunes, des représentants des personnes âgées. Donc, une multiplicité d'acteurs de la ville qui ont été tenus informés de tous les enseignements de la démarche de collecte de données et qui ont participé à la formulation d'un jugement de valeur. Donc, ils ont participé à la fin à produire un avis pour le commanditaire, donc qui est une instance qui rassemble les élus de la majorité et de la minorité de la ville d'Épinal. Donc, les usagers, ceux qui ont été enquêtés et également ceux qui étaient dans le comité pilotage. Donc, on fait entendre auprès des élus, finalement, quelles sont les synthèses, les recommandations qu'ils pouvaient leur porter sur les améliorations à apporter en un des deux sur ce budget participatif. Et autre point intéressant, c'est que le maire d'Épinal, vous verrez le maire Charles-Mézières dans un instant, c'est pareil, font partie des maires qui, dans leurs engagements de campagne, ont dit, ben voilà, nous nous engageons à développer l'évaluation des politiques publiques et nous nous engageons à présenter les résultats des évaluations à l'occasion d'un conseil municipal. Donc, il y a eu un conseil municipal à Épinal où les élus ont présenté donc, aux membres du conseil municipal, donc finalement au grand public, parce que les documents sont accessibles, non seulement le rapport d'évaluation, l'avis du comité pilotage citoyen et finalement les décisions qui ont été prises par la collectivité. Et donc, il y a derrière aussi un effort de communication interne et externe pour expliquer finalement les tenants et les aboutissants de la démarche. Donc, l'usager, vous voyez, il est partie prenante de la démarche à différents stades. Charles-Louis Mézières, donc c'est une autre démarche. L'idée ici, c'est d'évaluer le dispositif des aides sociales facultatives. Donc, les aides d'urgence, les aides formation, les cadeaux de Noël, etc. Donc, la diversité des aides que les centres communaux d'action sociale en France délivrent à leur public. Ce qui est intéressant dans cette démarche, en tout cas celle que nous avons proposée, qui a été retenue, c'est de travailler sur le parcours usager. C'est le fait de se dire, finalement, ce serait quand même très intéressant de comprendre pourquoi il y a des gens qui n'entrent pas dans le parcours, donc ça c'est le nombre court, ils sont nombreux, et pourquoi certains y rentrent, et qu'est-ce qu'ils vivent à ces différentes étapes du parcours, jusqu'à de la prise de connaissance de l'existence des aides sociales facultatives du CCAS,
jusqu'à la délivrance, effectivement, de l'aide à la fin. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé sur un effet miroir entre les usagers bénéficiaires et les agents qui délivrent le service public au sein du CCS. Et donc, nous avons à la fois fait une enquête téléphonique, puis ensuite animé des réunions de groupe avec des usagers, donc des bénéficiaires des associations facultatives, qui nous ont donné leur avis sur comment ils ont vécu chacune des étapes. Nous avons ensuite fait des réunions avec les agents du CCS en leur disant voilà ce que disent les usagers sur chacune des étapes, voilà ce que vous nous avez dit, vous, quand on vous a enquêté aussi à travers des entretiens téléphoniques, comment vous réagissez par rapport à ça. Et nous avons ensuite organisé une réunion collective, usagers, agents de service public, pour aller jusqu'au bout de cette démarche miroir, où les uns et les autres ont réfléchi aux améliorations. Donc là, on est plutôt sur une démarche de créativité, aux améliorations que l'on peut effectivement apporter au dispositif à l'avenir. Ensuite, un travail bien sûr avec l'équipe de direction. Et ensuite, pareil, ça aussi c'est important, me semble-t-il, un passage en conseil municipal avec l'information de l'ensemble des élus du conseil municipal, puis ensuite du conseil d'administration du CCS sur ce travail-là et les recommandations, et une mise en débat au sein de l'équipe municipale sur les décisions qui allaient être prises pour améliorer la performance du dispositif, avec un travail également derrière de communication externe. Dernier exemple, donc une collectivité un peu plus importante, Toulouse Métropole. Là, l'idée, c'est d'évaluer quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, a priori, ça fait une vingtaine d'années que ça existe, donc qui est le plan local insertion emploi, donc le PLI pour les intimes. Le plan insertion emploi, c'est un dispositif qui est cofinancé par l'Union européenne, donc à 50%, donc qui est très normé, extrêmement bien rodé, et qui présente la particularité d'avoir deux types d'usagers, en fait. L'usager demandeur d'emploi, souvent éloigné de l'emploi, et qui va, à travers le dispositif PLI, bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour se rapprocher de l'emploi, améliorer son employabilité et puis en fait accéder à un emploi. Donc vous voyez, c'est du sur-mesure pour les gens qui participent à cette démarche que l'on appelle d'ailleurs les participants. Mais il y a un deuxième type d'usagers aussi, qui sont les entreprises en aval, et qui sont aussi en amont, puisque l'entreprise, elle est offreur d'emploi et elle est dans cette même démarche, finalement, de vouloir être entendue, de vouloir être comprise dans sa démarche, dans sa stratégie, dans son approche. Et l'enjeu, c'est de bâtir un dispositif qui réponde aussi aux attentes des usagers, entre guillemets, qui sont les entreprises. Et là, du côté des participants, le service évaluation interne Toulouse Métropole avait déjà fait une évaluation, donc on avait déjà du matériau. Nous, on s'est plutôt intéressé sur le côté entreprise. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé avec Toulouse Métropole en disant il faut que vous reconnaissiez que les usagers participants sont tous différents les uns les autres. Il faut aussi reconnaître que les entreprises ne se ressemblent pas, qu'il y a des catégories d'entreprises, que les attentes diffèrent suivant les types d'entreprises. Donc, on a été amené à travailler avec eux sur l'élaboration d'une typologie d'entreprise. Ensuite, on a fait une enquête téléphonique avec des échantillons représentatifs de chacune de ces catégories. Et ensuite, on a travaillé à mettre en relation ces différents acteurs. Donc, on a organisé des réunions de créativité avec des représentants des entreprises qui avaient bien voulu participer aux réunions, des représentants des participants, donc soit organisés parce qu'il y a un collectif des participants à Toulouse Métropole, soit des participants individuels qui sont dans le dispositif, et des agents de Toulouse Métropole et leurs partenaires, conseil départemental, service de la préfecture, etc. Et donc, cette diversité d'acteurs avec chacun une vision très différente de qu'est-ce que c'est que le PLI, qu'est-ce que ça donne dans leur activité professionnelle, on les a mis ensemble et on a réfléchi avec des techniques d'animation à imaginer sur les points de blocage ou de faible performance du dispositif des dispositions à prendre pour améliorer cette performance. Et le dernier point intéressant en termes de participation, c'est cette grande restitution qui a été voulue par Toulouse Métropole. Donc, plus d'une centaine de personnes ont été réunies dans une salle où l'évaluateur a eu la possibilité de restituer l'intégralité de la démarche de ce qui avait été entendu. Et ensuite, on a animé des ateliers avec donc des sous-groupes de ces 100 personnes
pour échanger sur un certain nombre de thématiques qui étaient considérées comme clés pour que tous les acteurs se saisissent des enseignements d'évaluation et, à leur niveau, donc participent à l'amélioration de la performance de ce dispositif. Donc, 3 études de cas et des méthodes et des outils variés dont va vous parler Guillaume. Alors, je vais vous en parler très rapidement. On a une profusion. On parlait tout à l'heure de. Merci déjà, Christian, pour ces 3 études de cas et ces trois exemples de place de l'utilisateur, du rôle de l'évaluateur sur ces sujets. Je parlais tout à l'heure de la diversité d'acteurs qui portent le sujet de la participation citoyenne. Il y a aussi une profusion et un très très grand nombre d'outils et de méthodes. On a essayé de les classer en 3 parties qui vont de la compréhension des besoins, comprendre les usages actuels et les besoins des utilisateurs, la co-conception, l'idéation, et enfin, plus l'évaluation. Et donc, on va vous présenter une série d'outils. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces outils. On a essayé de faire des tableaux permettant à la fois de montrer leur intérêt, leur attrait, et les obstacles à la mise en place de ces outils, ou les limites de ces outils. Donc, je parlais tout à l'heure de compréhension des besoins, on parle aussi d'analyse des usages, comprendre les modes d'utilisation et de non-recours aux services. Comment font les utilisateurs qui n'emploient pas les services actuels, ou comment ils font sans le service qui va être créé. On a là 5 outils ou méthodes qu'on a voulu illustrer, qui montrent un petit peu des approches différentes. Et le maître mot de la présentation de ces différents outils et méthodes, c'est de dire qu'il n'y a pas d'outil idéal. Il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas un outil sur mesure qui permettrait à coup sûr d'avoir une application citoyenne, d'avoir une compréhension fine des besoins des habitants. C'est souvent le cumul de plusieurs outils et méthodes, où souvent c'est une forme d'expérimentation. On tente un focus group qui nous permet d'accéder à une information, mais une information peut-être partielle qu'il va falloir confirmer avec une enquête quantitative ou qualitative. Et du coup, c'est souvent la complémentarité de ces approches qui vont permettre de comprendre une situation ou des situations. Donc, très rapidement sur ce premier tableau, je parlais de l'enquête quantitative et qualitative. Encore une fois, il n'y a pas de méthode idéale. C'est pas parce qu'on fait une enquête quantitative qu'il ne faut pas faire de l'enquête qualitative. C'est pas parce qu'on va s'adresser à un grand nombre de personnes qu'il ne faut pas aller écouter plus finement l'avis d'un petit groupe de personnes pendant un certain temps. Tout dépend aussi de l'objectif, finalement, de cette participation. Est-ce qu'on cherche à clarifier un sujet, un point d'interrogation en particulier? Est-ce qu'on cherche à comprendre plus largement une situation? Est-ce qu'on cherche à impliquer largement les citoyens ou non? Donc, il n'y a pas de méthode idéale. Heureusement ou malheureusement. C'est aussi le rôle du designer de savoir comment utiliser ces outils et méthodes, et comment, par moment, ouvrir sa boîte à outils pour dégainer un autre outil. Très rapidement, je vais peut-être parler de l'immersion et de l'observation et du carnet de bord, qui sont des techniques parfois un peu moins employées. Donc, l'immersion et l'observation, c'est finalement aller étudier le service en employant le service, en allant observer comment, soit en l'employant, en s'immergeant réellement sur un service, en allant vivre le service entièrement, faire les différentes étapes, soit en observant ou en observant les usagers employer ce service, pour déceler les moments de frustration, de friction, les moments de satisfaction aussi, et pour finalement adresser une sorte de parcours de compréhension du service. Le carnet de bord, au contraire, c'est demander à l'usager lui-même d'inscrire sa démarche vis-à-vis d'un service,
de faire part de son rapport au service et de noter les différentes étapes qu'il va vivre en temps réel face à un service. Donc, c'est une démarche qui est souvent difficile à engager, mais qui est très intéressante parce on a une implication d'un citoyen qui est un petit peu différente. On passe maintenant aux outils de co-conception, de mobilisation, d'idéation. Encore une fois, quelques exemples, il y en aurait d'autres, qui vont donc de démarches d'implication très ponctuelles au travers d'ateliers, d'une séquence d'ateliers d'idéation. On va inviter des habitants, des citoyens, des usagers à traiter d'un sujet en particulier pendant un temps donné, à des outils plus longs, comme les conseils d'usagers, par exemple, qui nécessitent une inscription d'usagers sur un sujet pendant un temps plus long, ou des outils de collecte d'idées ou d'engagement de citoyens sous d'autres formes, comme les budgets participatifs, tels que Christian a pu en parler tout à l'heure. Donc, il propose aux citoyens de devenir un petit peu l'instigateur, l'inventeur de services. Enfin, l'évaluation, donc finalement, comment on implique les citoyens dans la mesure de la performance des services. Finalement, il y a quelques outils qu'on aime à utiliser. Par exemple, enfin, au sein d'impact positif, on aime beaucoup le test in situ, où on va accompagner des utilisateurs dans l'utilisation d'un service, voir un peu comment ils découvrent le service, ils ont entendu parler du service, comment ils vont s'en emparer, comment ils vont l'utiliser et finalement, qu'est-ce qu'ils en retiennent de ce service. Mais ça peut prendre d'autres formes, des guérillas testing, des enquêtes qualitatives, voir, et ça c'était intéressant pour nous d'en faire part ici, le sujet de l'analyse de données en grand nombre, qui finalement, une question en soi, c'est comment on fait cohabiter des données statistiques et de la participation citoyenne sur un sujet. Et ça, c'est une question qu'on ouvre ici et qui nous intéresse tout particulièrement avec Christian et avec l'équipe d'Evalua et d'Impact Positif. Voilà pour ce tour d'horizon des outils. Encore une fois, je vais vous envoyer à toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce sujet. Je vous transmettrai la présentation du jour. Et je voulais maintenant peut-être voir si vous aviez des questions. Enfin, on voulait avec Christian ouvrir la parole, voir si vous avez Ou des témoignages? un témoignage, un message, une question. Et du coup, je me tourne vers Caroline pour voir si on a bien des premières questions. Alors non, merci à tous les deux pour votre présentation. Et on n'a pas de questions pour le moment, donc je crois que j'ai déverrouillé les caméras et micros. Donc si quelqu'un a une question à poser, il peut aller aussi passer par la voie plus directe de prendre la parole ici. Mais voilà, pour le moment, pas de questions. Vous avez été très clair. Dans tous les cas, merci pour votre attention. C'était un sujet assez dense. On en a conscience. On a voulu aborder le sujet sous plein d'angles, avec beaucoup d'informations. Donc, on espère juste qu'on ne vous a pas étouffé sous une masse d'informations. Mais sentez-vous rassurés, vous aurez le temps par la suite de réétudier la présentation qu'on vous transmettra, si vous le souhaitez. Bon, c'est qu'on a été clair, hein, Caroline. Hein. Ouais, j'en ai bien l'impression. Ou que la digestion est en cours. Voilà, que certains ont vraiment envie d'aller manger. Alors, oui. Ah, ben d'accord. Merci à vous. Alors, je vous remercie pour cette présentation. Merci. Et Pierre, notre collègue chez Impact Positif, demande si parmi les personnes qui assistent au webinaire, certains d'entre vous ont déjà participé à des démarches de ce type. Si vous pouvez répondre dans le chat, d'ailleurs, si vous voulez. J'avais une question complémentaire aussi. Si vous êtes familier du sujet, c'est une question assez large, mais finalement, pour vous, c'est quoi une démarche de participation réussie? Qu'est-ce qui fait la preuve que ça a fonctionné? Voilà.
Je sais pas si Christian, tu as un avis sur le sujet, toi? Ben, je voudrais pas prendre la parole alors qu'en fait, on essaie de la donner aux personnes qui ont participé. Mais voilà, n'hésitez pas à donner votre point de vue si vous avez participé de près ou de loin à une démarche qui ressemble à celle que l'on a pu présenter. N'hésitez pas voilà, donner votre point de vue, ce serait intéressant. Bon, Caroline a perdu la connexion, d'accord. Caroline qui a perdu sa connexion. Bon, peut-être que tu peux présenter les deux dernières planches voilà, de contact et puis sinon, effectivement, si vous souhaitez donc recevoir cette présentation, n'hésitez pas à nous la demander directement par mail. Vous avez notre voilà. adresse mail, on peut les retrouver également sur d'autres supports. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire cette demande. On vous la transmettra avec plaisir. Et enfin, par ailleurs, on a également, on essaye de mesurer aussi votre appréciation du format de Café UX. Donc, si vous pouvez répondre rapidement à quelques questions pour voir si le format vous a plu, si on doit le réitérer, si vous avez des envies de thématiques particulières, on vous laisse ici le QR code. voilà, et donc peut-être on vous remercie tous les deux, si je puis permettre de parler en ton nom, Guillaume. Oui, Voilà, donc on vous remercie beaucoup pour votre participation et très heureux d'avoir partagé cette heure avec vous. Et on reste à vos dispositions. Vous avez nos adresses mail. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis on vous souhaite une très bonne après-midi. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au Merci. revoir.